Je regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Il m'est arrivé de mentir, il m'est arrivé de dire des choses. J'ai toujours fait les choses que j'avais besoin de faire pour survivre et pour avancer. Je m'appelle Oussama, je viens d'un milieu défavorisé. Enfin, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais faut pas me faire croire que quoi que ce soit m'a été donné. Je veux bien avoir eu beaucoup de chance, je veux bien tout ça, mais je sais que tout ce que j'ai, je l'ai pris. Et à un moment donné, quand tu prends, c'est la guerre, et c'est violent, et des fois, tu te fais des ennemis. Il y a un an, non, un peu plus d'un an, Ouais, un an et demi, ouais, je me souviens, c'était au tout début où j'ai repris Coup d'État. T'étais un peu effondré dans ton fauteuil et ça avait l'air d'être dur. Il y a eu cette phase dont on parle jamais en public et ça me rend ouf parce que j'ai trop envie d'en parler avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand il y a eu cet article de l'Express et tout ce qu'il y a eu avant? Genre, qu'est-ce que tu peux nous raconter et qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, grosso modo, il y a un an et demi maintenant, on a démarré un process de levée de fonds avec un investisseur institutionnel qui s'appelle LGT. Très gros investisseur, très connu, très réputé, blablabla. Et je pense qu'un certain nombre de personnes dans Paris se sont dit « c'est pas bon, si ces mecs ont ce genre de soutien, on ne pourra jamais les dézinguer. » Et c'est un peu, tu traverses le Rubicon. Tu traverses la rivière qui fait que maintenant, tu es dans une autre catégorie et tu vis différemment, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une vieille affaire avec des gens où en fait, j'avais fait une fausse facture de 5 000 €. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fausse facture de 5 000 €? C'est un peu compliqué, mais grosso modo, j'ai payé 5 000 € à un mec que j'aurais pas dû payer. Et j'ai fait une facture pour justifier ça. J'avais besoin d'argent à cette époque et je sais pas quoi. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là m'ont attaqué en justice. C'était un dossier qui traînait, qui intéressait personne et qui d'un seul coup est monté tout en haut de la pile. Alors avec un niveau de délire total, puisque aucun article qui a été écrit n'a parlé des faits, poursuivi pour détournement de fonds. Alors c'est sûr que c'est écrit poursuivi pour détourner 5 000 € il y a 10 ans. Ah ouais, c'est tout de suite moins enthousiasmant comme histoire. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tous ces articles et tout ça ont été pilotés par des gens qui nous voulaient beaucoup de mal et qui ont profité de cette affaire pour aller nourrir plusieurs angles. Alors il y avait un angle, la Macronie, vous voyez ce que c'est. Donc on a été pris entre des tirs croisés qui ne nous concernaient pas du tout parce qu'on avait soutenu Macron. Ça c'était l'article dans le JDD, l'entrepreneur qui a arnaqué Macron, etc. Et alors ce qui est drôle, c'est que quand tu deviens un sujet journalistique, bah, chaque article, les mecs vont chercher plus loin. Et je pense que beaucoup de gens ont cherché dans ma vie des trucs et n'ont pas trouvé grand-chose. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que une journaliste de l'Express a commencé à faire des recherches sur ma famille et a découvert des choses sur ma famille. Et notamment a découvert qu'un de mes frères était un trafiquant de drogue et vendait de la cocaïne. Et qu'il était cherché par le FBI, la DEA, je sais pas quoi. Alors, ça faisait un peu, si c'est pas lui, c'est son frère. Il y avait un petit côté, s'il a un frère comme ça, on ne sait pas trop qui il est, c'est mystérieux. Est-ce que son frère lui donne de l'argent? Est-ce que The Family est financé par l'argent de la drogue? Est-ce que ce succès qui est inexplicable n'aurait pas une explication très simple? Mais comme il n'y a aucune preuve, rien, et ça donne un article plein de sous-entendus, etc. Alors, ça a été très très dur pour moi pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai mis en danger The Family, non pas pour quelque chose que j'ai fait dans The Family, mais pour quelque chose que j'ai fait il y a longtemps et qui concerne personne ici. La deuxième chose, c'est que je monte sur YouTube, je monte sur scène, j'insulte des gens, j'ai insulté les banques, la BPI, le conservatisme, l'establishment, tous les cons et les connards de l'écosystème. Je me suis mis beaucoup de le monde à dos. C'était normal qu'à un moment, ces gens viennent taper. Tu peux pas passer ton temps à taper sur les gens et que les gens disent « Merci, c'est cool, trop bien ». Comment tu arrives à cette conclusion-là, que c'est pas juste des journalistes qui ont essayé de faire leur taf, mais que ça a été orchestré par des acteurs? Parce que ça peut sonner un peu parano. Ouais, non, mais parce que les acteurs nous l'ont dit, très clairement. Les gens qui ont orchestré ça nous ont appelés, nous ont contactés pour essayer de passer des deals, obtenir des choses de nous. C'est même pas conspirationniste. On a vraiment eu des gens qui ont dit « Ok, là vous avez ça, on va appuyer là où ça fait mal, sauf si vous acceptez un certain nombre de choses. » quoi. Okay.
Donc on était en guerre, quoi. J'ai très mal vécu émotionnellement ce moment-là, parce que je me suis dit, ok, t'as fait une connerie, tu l'assumes, les gens, tu leur les as tapés dessus, ils te répondent, tout ça fine, mais là, t'es en train de mettre en danger tout The Family pour une histoire qui concerne que toi. Pourquoi tout The Family était mis en danger par ça? Parce que la levée aurait pu rater, et que si on avait raté cette levée, on avait vraiment mis The Family en danger, puisque en fait ce qui s'était passé, c'est qu'on avait signé la term sheet, elle était binding, donc l'investissement devait avoir lieu, et donc on avait multiplié nos coûts par 5. Tu te retrouves en fait dans une situation où tu n'es plus en pilotage, tu t'accumules de la dette, et en face tu as un investissement dont le virement doit arriver toutes les semaines, la semaine prochaine. Et ça dure 3 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? D'abord, la première chose, c'est qu'Alice, Nicolas, Balthazar sont hors du commun. Alice qui vient me voir, qui me dit « Je t'ai jamais vu comme ça, c'est bon, détends-toi, même si The Family doit mourir à cause de ça, moi je le vis bien. » Et Alice qui te regarde, qui dit « Ça va mec, c'est bon, détends-toi. On est dans ce bateau ensemble, on n'aurait jamais fait ça sans toi. Bon, bah tu nous amènes une dette du passé dont on n'avait pas conscience, on vit avec mon pote. Il n'y a aucun problème. » Déjà là, tu vois, premier poids enlevé, quoi. Ensuite, Balthazar qui vient te voir, qui dit ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, je t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors tu dis, bah écoute, ce qui se passe, c'est que j'ai des regrets profonds et je veux m'excuser. Et Balthazar, il me dit, bah t'as qu'à faire un email, excuse-toi auprès de la team et on passe à autre chose. J'ai dit, comment ça? Il me dit, bah fais un putain d'email, dis à tout le monde dans la team que t'es désolé, explique ta version des faits, et puis on passe à autre chose. Ok, très bien, t'as fait une erreur, et maintenant cette erreur, on la paye tous. On est dans le même bateau. De toute façon, même s'ils n'investissent pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a un plan B, on a un plan C, on a un plan D. Je dis, ouais, mais pour la première fois, on a créé des dettes, machin. Et alors? Il me dit, c'est bon, on est là, quoi qu'il arrive. Et je me dis, au pire, on fait quoi? On vire tout le monde, on recommence. Et qu'un mec qui est dans ton équipe vienne te voir et te dise que toi, t'aurais dit, mais parce que tu n'es plus capable de le dire, parce que t'es concerné, là, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, quoi. Et la troisième chose, c'est que j'ai eu un conseil d'un mec hors du commun, qui s'appelle Nicolas de Mascarel, qui m'a appelé et qui m'a dit, dans ce genre de moment, il faut prendre des gens meilleurs que toi et arrêter de réfléchir. Il m'a dit, t'es pas en position de pouvoir utiliser ton cerveau, c'est trop violent, donc arrête de réfléchir. Et j'ai trouvé un conseiller qu'on m'a conseillé, qui est un mec hyper discret, et ce mec a pris en charge ma vie et mon pilotage. Il a fait plein de choses que moi, j'aurais pas fait. Je me disais, en le voyant faire, je me disais, mais qu'est-ce que c'est débile ce truc? Et ça marchait. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas ce monde, j'ai appris plein de choses. Et parce que j'étais en pilote automatique, j'ai passé... Le monde de la gestion de crise, en fait. Ouais, le monde de la gestion de crise. Et parce que j'étais en pilote automatique, on est sorti par le haut. Et ensuite, j'ai commencé à voir les bienfaits de cette crise. Alors, le premier bienfait, c'est que tous les gens qui ont dit du mal de moi, en public, parce qu'ils pensaient que ça y est, on était fini, maintenant, ça fait 1 an et demi là qu'ils rampent pour venir s'excuser et tout. Moi, je trouve ça marrant. Tu vois, il y a un côté amusant. Et en plus, je suis pas du tout rancunier. En fait, je leur en veux pas vraiment. Mais comme eux, ils n'arrivent pas à traiter leur propre culpabilité, c'est assez amusant de le voir. La deuxième chose, c'est le niveau d'amour qu'il y a eu à The Family. Genre, j'ai reçu des messages d'entrepreneurs, mais invraisemblables, quoi. De gens qui se sont dit, OK, là, ce qui se passe, c'est grave. Là, on est attaqué. Et la troisième chose, c'est quand j'ai vu les entrepreneurs aller se bastonner, mais vraiment, des gens, tu vois, il y a eu une scène très publique sur LinkedIn où un VC a dit drogue, manipulation, je ne suis pas étonné. Tu vois, un VC français. Quand tu vois que le top 10 du portefeuille de The Family lui est descendu dessus en commentaire public avec une violence hors du commun, tu te dis putain, les gens ils t'aiment, quoi. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça, c'est pas le moment. Et ils le font par pure amitié, c'est désintéressé. Tu peux pas avoir de geste plus désintéressé qu'aller dans une baston parce que quelqu'un que t'aimes bien est pris dans la baston. Et donc tout ça en fait que ça a créé une meilleure relation avec l'investisseur, ça a créé une meilleure relation dans l'équipe, ça m'a fait descendre de 3 étages encore plus profonds dans la force. J'ai compris que même à ça je pouvais survivre et ça m'a donné encore plus le sentiment d'être indestructible. Qu'est-ce qui se passe avec ton entourage, justement? On en parlait quand tu as des titres dans la presse
Oussama, le gourou, la face cachée d'un gourou. La face cachée d'un gourou. Alors, tu as 3 niveaux d'entourage. Tu as l'entourage professionnel, il ne passe rien, ils t'aiment, ils savent quitter, machin. Alors, tu as l'entourage familial, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ils te connaissent sans te connaître. Ils ne savent pas quitter au travail, ils ne savent pas ce que tu fais. Tu vois, moi, ils ne comprennent pas grand-chose, quoi. The family, machin, tu vois. Et notamment les enfants. Moi, ce qui a été très dur, c'est mes neveux et nièces. Quand tu as une nièce qui t'appelle en pleurant, en te disant qu'elle ne veut pas que tu ailles en prison, tu dis mais personne ne va en prison. Elle dit si, j'ai tout lu, c'est très grave ce que tu as fait. Alors tu dis non mais écoute, je vais te raconter, etc. Et en fait, le mec qui m'a conseillé m'a donné un conseil incroyable, parce que lui, il passe son temps à conseiller des politiques qui ont ce genre de problème. Et il m'a dit, n'essaye même pas de te défendre avec les enfants. Dis-leur, j'ai fait quelque chose de mal, je ne recommencerai pas, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de conséquences. Et en fait, un enfant, il ne veut pas entendre plus que ça. Il ne veut pas entendre ta ligne de défense. Il ne veut pas savoir la vérité. Il veut juste que tu le rassures sur le fait que tu ne recommenceras pas, parce que les enfants, ils ont l'habitude, quand ils ont fait une bêtise, il ne faut pas recommencer. Et machin. Et c'est fou parce que ça a détendu tout le monde. Mais c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Il y a un côté. Et alors, les journalistes, tu vois, ils écrivent des trucs au conditionnel, ils font un papier en 2 semaines. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, ils ont l'impression que ça y est, ils te connaissent, tu vois, ils savent qui tu es, alors que tout est complexe, etc. Et puis, les mecs qui alimentent sont forcément du bon côté de la barrière. Dans l'article de l'Express, il y a un certain nombre de gens qui parlent de moi en mal. C'est drôle, tu vois. Personne ne se demande qui ils sont, ce qu'ils ont fait de leur vie, ce qu'ils ont achieve, quoi que ce soit. Non, ça y est, il dit du mal de lui, donc c'est lui qui est légitime, tu vois. C'est forcément une... Comme c'est la marque du journaliste, il y a une puissance à ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Enfin, au final, dans notre société, il y a quoi, le business, le capitalisme, la politique, et au final, tu as l'information qui est beaucoup gérée par le journalisme, mais pas que. Genre maintenant, avec Internet, on a beaucoup plus de ça. C'est quoi ta position par rapport à ça, ça devrait être quoi, la position d'un journaliste qui... Je sais pas si c'est possible de faire un métier de journaliste mieux que ce qu'ils font. Ils ont peu de moyens, ils ont peu de temps, et ils ont une pression au storytelling. Donc ça donne ça. Est-ce qu'ils pourraient faire mieux? Je pense pas. Est-ce qu'on pourrait avoir une information de meilleure qualité? J'ai pas l'impression, parce que personne n'est prêt à payer pour. Le grand secret du journalisme, c'est que le journalisme est de la qualité qu'il est, parce que nous, lecteurs, on n'est pas prêt à y consacrer plus d'argent. Si on mettait tous autant d'argent dans un journal que Netflix, les journalistes auraient les moyens de Netflix. Les journalistes n'ont pas les moyens de Netflix, parce que personne n'est prêt à payer 12 balles par mois pour avoir une info de qualité, quoi, en telle masse. Donc, bon, c'est comme ça. Après, maintenant, on a Twitter, on a les sources d'infos, etc. En tout cas, moi, ça m'a appris à essayer de toujours lire entre les lignes. Notamment, un truc que Nicolas Collin m'avait toujours dit, quand tu lis un article et que c'est une source anonyme qui révèle les infos, pose-toi toujours la question, c'est quoi son intérêt? Parce que dans ce cas-là, tu es manipulé. Les grands journalistes d'investigation ne travaillent que sur des sources publiques. Parce qu'ils ne veulent pas être manipulés par quelqu'un. Sauf que personne n'a le temps de travailler sur des sources publiques. Mais tu as besoin d'un vrai temps d'investigation, quand même. Donc les gens, ils reçoivent des trucs et machin. Tu vois, même les 2 journalistes de l'Express qui ont écrit cet article sans moi, j'ai rien contre eux. Ah, bien sûr. Non, mais après, il y a toujours une grosse dissociation à faire entre le système et les gens qui composent le système. Ouais, bien sûr. Bah oui, ils ont trouvé un article sur un mec qui s'appelle Oussama, qui a un frère qui vend de la drogue et qui a l'air de Serge le Mytho. Bon, c'est pas mal. Non mais il y a 2 aigles de chaque côté. Non mais c'est ça, il y a 2 aigles de chaque côté. Évidemment. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été déçus que ça bosse pas plus. En fait, ils se sont dit merde. Ouais, on va trouver le prochain sujet, quoi. J'entends beaucoup que les gens ont été là pour toi à ce moment-là. C'est une grosse conséquence du fait que tu sois là beaucoup pour les gens. J'ai plein de gens que je connais qui te considèrent pas loin de leur meilleur ami. Et je parlais avec Ophélie hier qui me disait genre c'est marrant parce que Oussama c'est le meilleur ami de plein de gens et finalement c'est pas tellement leurs meilleurs amis parce qu'il a pas le temps, mais il trouve toujours du temps pour être là pour les gens. Et c'est vrai que moi je sais très bien que si je t'appelle demain et que je te dis ça va pas bien, faut qu'on dîne ensemble, tu vas faire de la place dans ton agenda. Comment tu gères ça?
D'abord, tu gères en travaillant 2 fois plus que la moyenne. Donc, il y a un sujet de temps, hein, tu vois. Je travaille tard le soir, je me lève tôt le matin. Donc, t'étends le temps au maximum. Et ensuite, tu dois apprendre à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Il y a plein de gens qui veulent me voir et que je ne vois pas parce que je sais que ce n'est pas important. Et je ne leur donne pas ce temps. À l'inverse, quand je sais que quelque chose d'important, je suis là, quoi. Le fait de show up, le fait d'être là, c'est important en fait. C'est même la chose la plus importante que je puisse faire en fait. Donc, et alors, pour le coup, j'adore ça. S'il y a un truc qui est vrai, c'est que j'aime les gens. J'ai tendance à être vraiment fasciné en fait par les gens. Donc, tu vois par exemple Ophélie Duvillard, c'est un très bon cas. Les gens, ils doivent voir une petite youtubeuse qui fait des trucs de maquillage, etc. Sauf que moi, quand je la regarde, je vois pas juste ce qu'elle est aujourd'hui, je vois aussi tout ce qu'elle peut devenir. Et parmi tous les deltas qu'elle peut devenir, je vois très très bien la femme d'affaires accomplie, l'hyper ambitieuse, la très intègre, la volonté d'apprendre, etc. Alors bon, elle part de là où elle est. Donc elle est rentrée dans le monde du business par Instagram. Bah, elle a le personnage qui va avec. Mais s'il y a quelqu'un qui sait que les gens sont toujours plus que leur personnage, c'est moi. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est vraiment Ophélie et pas son personnage frivole sur Instagram, qui est une super construction, un jeu de rôle. J'ai une meuf qui a un personnage en ce moment. Tu vois, c'est vraiment un mourir de rire. Tu vois. Et notamment, tu vois, donc elle est aussi sur Instagram et on a tout le temps des conversations. Alors je suis pas son Instagram husband, je suis plutôt son Instagram advisor, où elle me dit des trucs du genre, ouais, est-ce que tu crois que si je poste telle photo, ça va envoyer tel message, etc. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est des gens qui construisent un rôle, en fait. Et la construction de ce rôle participe à des quêtes qu'ils ont. Tu vois, elle est arabe et elle se montre à poil. C'est un message fort. Des filles arabes qui assument leur corps, elle reçoit des menaces, des machins. C'est intense, en fait. Et je trouve ça fascinant, en fait. Et d'être capable d'être provocante, etc. Après, dans l'intimité, en fait, c'est quelqu'un d'hyper différent. Tous les gens dans mon entourage qui la rencontrent, des fois, ne la reconnaissent pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle change beaucoup. Elle est où? Ben, elle est là. Quoi? Mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un personnage, en fait. Pour continuer dans cette histoire de meilleur ami et d'avoir du temps pour les gens, genre tu es tout le temps avec des gens qui sont aux extrêmes, genre qui sont très 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 différents. Ouais. C'est quoi ta vision de la tolérance, du respect et de l'acceptation? Genre vraiment au-delà de la tolérance où c'est genre je te tolère, c'est vraiment Ouais, mais moi j'aime. Je suis capable d'être avec des gens. Ouais, alors moi, c'est plus qu'être capable. Moi, je ne vis que pour ça. J'aime les gens cohérents. Et si la cohérence va dans l'extrême, je suis prêt à accepter des choses invraisemblables. D'ailleurs, je pense que c'est une des différences avec Alice. Des fois, Alice, elle me dit, mais je comprends pas que tu aimes bien ce type. Et je lui dis, ouais, mais moi, j'aime en fait ses défauts. En fait. C'est ce que je disais un peu au début sur le dark side, c'est que comme je suis devenu un amateur très raffiné du dark side des gens, j'ai une passion en fait pour aller chercher cette diversité, un peu comme un collectionneur, tu vois, qui collectionne les gens extrêmes. Je trouve que la singularité et la capacité de singularité de l'humain, à savoir qu'on peut réellement devenir unique et essayer d'être unique, c'est la quête la plus intéressante qu'il y a dans un monde où la plupart des gens ont juste envie de se conformer. Et cette thèse que des gens, certaines personnes ont envie d'être singuliers, travaillent à être singuliers, vont le plus profondément possible pour être singuliers, ça me plaît, quoi. Tu vois. Et alors, leur petite faiblesse m'intéresse autant que leur grandeur, en fait. On a tous... moi, je trouve les faiblesses que les gens ont attachants, en fait. Par contre,
Ce qui est inacceptable pour moi, c'est quand tu commences à franchir la ligne du bien-être des gens. Tu vois. Si tu es provocant, tant mieux. Mais si tu deviens insultant, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi faire du mal, tu vois. C'est basique comme truc. Souci de liberté, en fait. Ouais, de laisser à tout le monde la liberté d'être qui veut. Ouais. Cet été, j'ai choisi 11 amis qui étaient très différents les uns des autres en vacances. C'est passé un truc magique. Mais il s'est passé un truc magique parce que j'ai choisi 11 personnes qui étaient libres dans leur tête, qui étaient qui ils sont, mais qui n'ont jamais essayé de faire qui ils sont dans les autres. Si par exemple, tu es tatoué de partout et que tu aimes les tatouages, je trouve ça intéressant de comprendre tes tatouages. Mais si tu es prosélyque à vouloir tatouer tout le monde et que tu espères que la terre entière se tatoue, tu me fais chier. Non, c'est un peu mon histoire de croyance de tout à l'heure. Si tu as envie que tout le monde soit toi, tu n'es plus dans la singularité. Tu es dans le prosélytisme, la religiosité. Et ça, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Je m'en fous, moi. Je veux que personne se conforme à des règles. Je veux que les gens écrivent leur set de règles et construisent leur cohérence. Et une fois que tu as compris quelles sont leurs règles, tu vis avec, quoi. Et c'est pour ça que je pense que je suis un peu le meilleur ami de beaucoup de gens parce que j'ai jamais les mêmes conversations avec personne. Je vais aimer être l'éponge qui parle de ce que les gens ont envie de parler, quoi. Sur le spectre entre le perso, t'aimes passer du temps avec des gens qui sont singuliers, et la mission de The Family, qui est aider plus de gens à développer cette singularité, tu te places où? Alors, je pense pas que la mission de The Family, c'est d'aider plus de gens à développer leur singularité. C'est quoi la mission de The Family? Je pense que pour le coup, ça peut être une sous-mission de coup d'État. Ouais. La mission de The Family, c'est d'être l'endroit le plus accueillant pour les singularités avec lesquelles on s'entend mieux. Ok, mais donc c'est même question. Donc c'est un filtre. Tu vois, là où coup d'État est un entonnoir, The Family c'est l'inverse, c'est un filtre. Donc la question c'était pour toi, le plaisir, il vient plus du perso ou plus de la mission? Pour le coup, j'ai fusionné les deux. Il y a aucune. Cet été, j'étais en vacances avec tous les gens de ma vie personnelle ont un lien avec The Family. Il n'y a personne dans ma vie personnelle que d'une façon ou d'une autre, je ne fais pas travailler dans The Family. Je ne comprends pas, moi, cette distinction perso-pro. Ok. J'en veux pas. En fait, si je la comprends, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qui se passe dans leur travail. Donc, c'est normal. Ils contaquennent, et ils mettent de l'espace, ils compartimentent. Moi, j'aime tellement ce qui se passe ici que je ne vois pas pourquoi je compartimenterais. D'ailleurs, tous les gens de ma vie perso, je les invite toujours à The Family. Ce qui peut paraître chelou, mais je sais pas, si mes neveux, il se passe un truc à The Family, je les invite. Si la personne avec qui je vis a un business, tu vois, tu as interviewé Lavinia qui était avec moi avant dans Coup d'État. Pour moi, il n'y a pas de distance, en fait. Je suis très, très, très heureux de mélanger les deux. Alors, les gens disent, oui, mais alors, si ça se passe bien, bah oui, mais bon, si ça se passe bien avec un collaborateur, c'est la même chose. Hein. Je vois pas, quand les choses se passent pas bien, c'est pas bien. Donc, autant que quand ça se passe bien, on en profite. Et puis, le jour où ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, tu gères, quoi. Mais je vais pas refuser de vivre quelque chose de bien sous prétexte qu'il y a le potentiel de quelque chose de pas bien. Dernière question. De quoi tu casses le game? De quoi je casse le game? Intéressant comme question. Je pense que j'en ai cassé quelques-uns des games quand même. Je pense que quand on a créé The Family, on a cassé le petit game du VC français. Et on leur a fait sentir qu'ils étaient mignons avec leurs petites boîtes et leurs petites ambitions, mais qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne crée pas des unicornes en France. On a dit qu'on allait créer des boîtes qui valent plus d'1 milliard. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on en a 3 qui valent plus d'1 milliard. Et on l'a fait sur 7 ans, et je pense qu'on en aura 15 dans les 7 ans qui viennent. Donc on a pété ce game. On a dit l'ambition, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin d'aller vivre aux US et de bouffer des burgers pour être ambitieux, quoi. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on a vraiment cassé le game du content en ligne de façon artisanale, n'importe comment, et vous êtes en train de le professionnaliser. D'ailleurs, je profite de cette interview pour dire à quel point j'admire ton travail et celui de ton équipe, etc. Parce que vous faites un... Salut Nestlé. parce qu'en fait, vous êtes en train de faire un truc dont on n'aurait jamais été capable à The Family et qui
qui est enthousiasmant. D'ailleurs, un truc que les gens ne savent sans doute pas, et je le dis parce qu'il faut que les gens le comprennent, je consomme Coup d'État comme un client de Coup d'État. Tu veux jamais que je te spoil. Je veux jamais te spoiler. Je veux pouvoir me connecter sur mon petit compte. Je veux pouvoir regarder les vidéos. Je veux pouvoir lire les saisons. Je veux pouvoir voir les interviews. Je ne veux pas être de l'autre côté. Je te fournis du content. Après, t'en fais ce que tu veux. Et je le découvre. Et je prends un plaisir invraisemblable en tant que client Coup d'État. À tel point que tu vois, ta série Coup d'État X, il y a plein de choses que j'ai appris dans ma vie en étant un utilisateur de Coup d'État, comme les autres. Tu vois, quand Sofiane Pamart dit « Je suis un fan de Full Metal Alchemist », je n'avais jamais entendu ce nom. Le principe de l'échange équivalent, c'est un principe qui guide ma vie et j'essaie toujours d'y penser. Tu n'acceptes pas de tout perdre, tu ne peux pas tout gagner. Ouais. C'est un manga où tu as cette vision de l'échange polyvalent. Tu vois. C'est qu'en échange de quelque chose, tu es forcément obligé de donner quelque chose d'autre en échange. Ouais. C'est des échanges équivalents. Tu dois donner la même chose. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. J'ai tout de suite été regarder les 4 saisons de Full Metal Alchemist. J'ai regardé tous les épisodes. Et maintenant, le principe de l'échange équivalent est un principe qui obsède ma vie. Et c'est ça la force de Coup d'État. La force de Coup d'État, c'est de te donner les moyens de t'inspirer, de comprendre des choses, de faire des choses qu'avant tu ne faisais pas. Et il n'y a pas de raison que moi, Oussama Ammar, qui suis bon, disons qu'il y a Oussama qui est dans Coup d'État, et il y a Ous qui est client, tu vois. Et Ous, il adore. Et donc, franchement, bravo. Si vous voulez plus de contenu d'Oussama, il faut acheter Anyone Can Scale. alors, le tout bon placement de produit, tu vois. Soyons réalistes. Achetez Anyone Can Scale parce que même si vous n'en avez pas besoin, ça nous fera vivre. C'est sympa. Franchement, c'est le message qu'on fait passer. Tu vois, il y a beaucoup de ça. En vrai, c'est presque du crowdfunding, mais pas vraiment. On essaie de vous apporter quand même un max de valeur. Non, mais il y a plein de valeurs qui arrivent là en plus. Bon, écoute, merci pour ça. Ça me fait hyper plaisir. Merci. Et merci pour cette interview. Je suis hyper content d'avoir pu faire ça. C'est un plaisir. Go pour la suite. Hein. Ciao.